Mais à partir des années 20, à partir de la Première Guerre mondiale, un certain nombre de grandes entreprises se disent, pour élargir les marchés, il faut développer un grand marché européen. Les grands industriels allemands et anglo-saxons financèrent ensuite l'accession au pouvoir des nazis, en escomptant bien qu'Adolf Hitler, d'une part, organiserait une Europe sans frontières avec un grand marché unique pour favoriser le développement de leur industrie, avoir des longues séries, d'autre part, s'opposerait à la menace socialiste judéo-bolchevique. Dans les années 30, on disait en France, par exemple, c'était un truc récurrent, plutôt Hitler que le Front populaire. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Adolf Hitler et le nazisme ne sont pas sortis d'un chapeau. Ce sont des forces politiques qui sont assorties et qui ont été promues de façon délibérée contre l'Union soviétique, mais aussi afin d'organiser une Europe sans frontières. Je renvoie à ceux qui sont intéressés à plusieurs ouvrages, et notamment celui-ci, un ouvrage d'Anthony Sutton, qui était un chercheur, un universitaire anglais, américain, qui était très, comment dirais-je, extrêmement précis, qui a sorti des ouvrages à tomber à la renverse, de précision, et notamment Wall Street et l'ascension de Hitler. En mettant toujours un cloaque de mensonges, de tromperies, de duplicité, Anthony Sutton révèle l'un des faits les plus marquants et pourtant jamais rapportés de la Seconde Guerre mondiale, que des banques de Wall Street et des grandes entreprises nord-américaines ont soutenu l'ascension de Hitler vers le pouvoir en finançant l'Allemagne nazie, en faisant des affaires avec elle. Alors on va citer quelques exemples. L'exemple par exemple de IG Farben, société allemande, il n'y a pas que les Américains. Durant la guerre, IG Farben soutint le gouvernement nazi qui l'associa dès 1940 à l'ordre économique nouveau, en lui permettant de bénéficier d'une main-d'œuvre quasi gratuite. Début 1941, IG Farben employait 12 360 étrangers, dont 2162 prisonniers de guerre, et disposait d'un bloc économique allant de Bordeaux à Sofia, c'est-à-dire cette volonté d'avoir un grand marché européen, tout en poursuivant une stratégie de cartel visant à dominer le marché mondial de la chimie des colorants. En novembre 1940, Hermann Göring, qui était le numéro 2 du régime, chef du plan économique de 4 ans, négocie avec la société IG Farben Industries l'installation d'une usine en Silésie sur une zone d'activité, une espèce de zone industrielle, qui a accueilli aussi des usines de Krupp, le grand armateur, Siemens, notamment les matériels électriques, et d'autres, à 7 km environ au nord-est du camp d'Auschwitz, choisi car bien relié à Berlin, Varsovie et Vienne, choisi aussi parce qu'on y disposait d'une main-d'œuvre gratuite, c'était notamment les prisonniers des camps de concentration. IG Farben a financé le camp de Auschwitz III, qui était un sous-camp dépendant d'Auschwitz, construit en octobre 1942 comme un Arbeitslager, un camp de travail. On parle toujours des camps de travail de Hitler, on ne dit jamais pour qui il travaille, quel était l'objectif de ceux qui le faisaient travailler. Comprenant une forte composante d'extermination. Il contiendra environ 12 000 prisonniers, surtout juifs, sans femmes, avec quelques prisonniers de droit commun et politique. De plus, l'une de ses filiales, la Degesch, produisant le gaz Zyklon B, initialement utilisé comme insecticide et raticide, en produira de grandes quantités pour les nazis, qui les utiliseront dans les camps de concentration, dans certains des camps de concentration, à des fins d'extermination. Ici, on voit une photo avec Heinrich Himmler, qui était à la tête de la SS, et Max Faust, qui était un des principaux dirigeants de la compagnie IG Farben, compagnie allemande. En 1938, Henry Ford, qui est un Américain, Henry Ford qui a inventé la fameuse Ford T, qui a inventé notamment les usines Ford, se rend en Allemagne nazie et fait grand croix de l'ordre de l'Aigle allemand, la plus haute décoration nazie pour les étrangers. Henry Ford a laissé des écrits, d'ailleurs, d'un antisémitisme virulent, et Henry Ford était en faveur de l'accession d'Adolf Hitler au pouvoir. D'ailleurs, en 1938, il est plus qu'en faveur, puisque ça fait déjà 5 ans qu'Hitler est au pouvoir. Il se rend en Allemagne, il est décoré de la plus haute décoration que vous voyez ici, avec des croix gammées, il n'y a pas d'ambiguïté sur la chose. Et Henry Ford va financer notamment l'industrie automobile en Allemagne. L'industrie automobile qui d'ailleurs est déjà tournée, bien entendu, vers les efforts d'armement. La Standard Oil, une compagnie américaine comme Ford, a financé le développement des hydrocarbures en Allemagne à partir de 1933 par le procédé de l'hydrogénation. Les Allemands n'avaient pas de ressources pétrolières. Donc, grâce au goût des Allemands, un génie allemand en matière de chimie notamment, et avec les procédés américains de la Standard Oil, eh bien, ils ont vendu au régime hitlérien le moyen de transformer, à partir de charbon, d'en faire
du pétrole, du fuel que l'on pourrait mettre pour faire marcher les chars. Standard Oil avait signé pour ça des contrats d'assistance technique avec IG Farben que je vous ai présenté juste auparavant. IG Farben a fourni 60% des explosifs de la Wehrmacht, 45% du gazole de la Luftwaffe pour la Deuxième Guerre mondiale, grâce aux procédés vendus par les Américains de la Standard Oil, qui n'ont d'ailleurs pas cessé pendant tout le conflit. Sans l'aide des grands groupes anglo-saxons, Adolf Hitler n'aurait pas eu les moyens matériels de mener la Deuxième Guerre mondiale. Hugo Boss, vous connaissez peut-être, c'est une société qui vend des costumes. Eh bien, il faut savoir que Hugo Boss a fait fortune avec Hitler, puisque c'est une société qui a fabriqué tous les uniformes de l'armée allemande, ainsi que du parti nazi. Et les chemises brunes, c'était Hugo Boss. ITT, c'est une entreprise américaine dont les installations fournissaient les avions de guerre. On peut également citer le cas de Siemens, allemand, de la Chase américain, d'International Business Machines qui a donné IBM, qui a donné notamment tous les moyens de statistique au gouvernement nazi. Et tout ceci a duré pendant toute la Seconde Guerre mondiale, ou peu s'en faut. Hjalmar Schacht, directeur de la Reichsbank et protégé du directeur de la Banque d'Angleterre, que l'on voit ici, était à deux côtés d'Adolf Hitler, était le cerveau de l'économie nazie et des arrangements avec les cartels anglo-américains. C'était un Allemand, Hjalmar Schacht, retenez son nom. Il resta ministre de Hitler jusqu'en 1943. C'est l'un des principaux organisateurs d'ailleurs de l'accession d'Adolf Hitler au pouvoir, puisque vous savez peut-être que jusqu'au 30 janvier 1933, à la fin de la République de Weimar, il y avait von Papen, qui était le chancelier allemand, et Hjalmar Schacht a organisé une réunion avec von Papen et Adolf Hitler en janvier 1933 pour justement voir comment on allait faire la passation de pouvoir. À sujet de von Papen et de Hjalmar Schacht, il est intéressant d'ailleurs de savoir ce qu'ils sont devenus. Hjalmar Schacht, von Papen est devenu, après 1933, après janvier 1933, Hjalmar Schacht est devenu le ministre des Affaires étrangères d'Adolf Hitler. Puis ambassadeur à Vienne, où il a organisé l'Anschluss. Et puis après ça, à partir de 1942-1943, il a commencé à voir le vent tourner, il a commencé à se mettre un petit peu au vert. Et à la fin des fins, eh bien, il a terminé au tribunal de Nuremberg, comme on va le voir. Hjalmar Schacht, c'est pareil. Lui, il a été l'âme même du régime. Il tient la Banque centrale, c'est quand même un des hommes capitaux dans l'histoire. Hjalmar Schacht était celui qui mettait en relation les cartels anglo-américains, le régime nazi, IG Farben, ITT, IBM, etc., et qui organisait aussi la relance économique. À partir de 1943, il a commencé à sentir le vent tourner après Stalingrad, et il a commencé à se sortir et à prendre du large. Voilà. Von Papen et Hjalmar Schacht ont fait partie du procès de Nuremberg de 1945. Il y avait Göring, il y avait Rudolf Hess, il y avait le maréchal Keitel, il y avait Kaltenbrunner, il y avait, etc., etc., il y avait Ribbentrop. Donc c'était les principaux dirigeants du régime, mais il y avait parmi eux Hjalmar Schacht et von Papen. Savez-vous à quelle peine ont été condamnés Hjalmar Schacht et von Papen ? Il y a eu 14 ou 15 personnes qui ont été condamnées à la pendaison. Göring, Hess, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, etc., etc. D'autres ont été condamnés à 30 ans de prison, à 20 ans de prison. Albert Speer, par exemple, l'architecte d'Hitler, celui qui faisait les bâtiments, a été condamné à 20 ans de prison. Hjalmar Schacht et von Papen ont été acquittés. Comme quoi, il y en a qui arrivent toujours à se sortir, à retomber sur leurs pieds.